Lorsque vous commencez votre aventure Pokémon, vous pouvez choisir un Pokémon pour débuter à vos côtés. Mais soyons honnêtes, aussi mignon et adorable que soit votre Pokémon au début, le but final est de le voir grandir et évoluer jusqu'à sa forme finale. Mais toutes les évolutions finales ne se valent pas, et nos Pokémon de départ varient beaucoup en ce qui concerne leur puissance potentielle. Alors aujourd'hui, nous nous demandons quelles évolutions finales des Pokémon de départ sont vraiment féroces et lesquelles n'ont jamais eu la transformation spectaculaire que les autres ont eue. Je suis Kyle avec Pokébinge et voici les évolutions finales des Pokémon de départ, du plus faible au plus puissant. Commençons par le pire du pire. Les Pokémon qui sont surpassés à peu près dans tous les domaines, ce sont les ratés. Cette catégorie est assez petite avec seulement 3 entrées. Et on déteste faire ça, mais on commence avec la mascotte de la série que tout le monde adore. Pikachu avec Raichu décroche le titre de la lignée de départ la plus faible. L'entrée du Pokédex de Pikachu indique que son énergie accumulée a une force égale à celle d'un éclair. Mais sa statistique d'attaque spéciale de 50 laisse vraiment à désirer. Ça n'est pas que le Pikachu que vous recevez comme starter ne puisse pas évoluer, ce qui le laisse avec un total de statistiques de base pathétique de 320, même après avoir reçu un boost dans X et Y. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le même total de statistiques de base que le trio de starters d'Alola dans leur forme de base. Il obtient bien l'objet unique Balle Lumière, qui double ses statistiques offensives lorsqu'il la tient. Mais comme il dépend de cet objet pour frapper fort, il existe de nombreux Pokémon qui peuvent frapper plus fort en tenant un bandeau-choix ou un orbe-vie. Cet objet n'améliore en rien la mauvaise endurance de Pikachu, avec seulement 35 points de vie, 40 en défense et 50 en défense spéciale. Heureusement, les choses en me sont améliorées pour Pikachu en tant que starter dans Pokémon Let's Go Pikachu, lui donnant plusieurs attaques uniques et puissantes et augmentant ses statistiques à un niveau où il peut utiliser ses attaques de manière assez efficace. Cela dit, ces changements ne signifient pas grand-chose puisque les jeux Let's Go sont très faciles et n'ont pas vraiment de scène compétitive. Cela étant dit, il est techniquement possible de faire évoluer votre Pikachu de départ dans jaune en l'échangeant et en demandant à l'autre joueur d'utiliser une pierre foudre dessus. Mais il n'y a pas vraiment de raison de le faire, car les personnes ayant des versions autres que jaune peuvent trouver un Pikachu à l'état sauvage, et puis Raichu n'a jamais été un très bon choix pour le jeu compétitif. Raichu est en quelque sorte le grand frère de Pikachu, mais en plus décevant. Désolé Pikachu, on t'aime toujours, mais contente-toi de rester une mascotte adorable. Notre médaille d'argent pour le pire Pokémon de départ revient à Meganium. Même s'il peut atténuer l'esprit combatif de ses adversaires grâce à son arôme, Meganium n'a presque rien d'adapté au combat. Il souffre un peu du fait que ses seules statistiques à peu près correctes sont ses statistiques défensives, et même là ses points de vie ne sont pas vraiment impressionnants. Son panel de capacité limité le rend extrêmement passif, ce qui signifie que même s'il peut rester un certain temps sur le terrain, il n'en profitera pas vraiment. Le problème devient encore pire quand on considère le nombre de faiblesses que les Pokémon de type plante ont naturellement. Un Pokémon non évolué comme Tangelia ou Grindur est capable de faire un meilleur travail. Meganium en s'est resté inutilisable, même comparé à d'autres Pokémon de bas niveau, pendant 3 générations d'affilée. S'avançant lentement pour recevoir notre médaille de bronze de médiocrité, voici le Pokémon continente, Torterra. Ses entrées dans le Pokédex ne l'ont jamais vraiment décrit comme un combattant, malgré sa statistique d'attaque élevée de 109. Et même avec une telle puissance, il finit par prendre du retard à cause de sa faible vitesse, ce qui le rend vulnérable aux attaques. Bien qu'il puisse encaisser un coup, il souffre de nombreuses faiblesses courantes, comme le feu, le vol et surtout la glace. Torterra fondra pratiquement chaque fois qu'il sera touché par un laser glace de n'importe quel adversaire ayant une bonne statistique d'attaque spéciale. Il n'est cependant pas sans avantage, car il peut frapper très fort avec des attaques comme séisme et marteau-bois. De plus, son panel de capacité est assez polyvalent pour lui permettre d'assurer différents rôles. Mais malheureusement, ses points forts finissent par être compromis par les faiblesses flagrantes de Torterra. Maintenant que nous avons passé en revue le pire du pire, il est temps de parler des Pokémon, qui même s'ils ont encore des défauts, possèdent quelque chose qui leur permet de se démarquer de la catégorie précédente. Ils restent tout de même assez faibles. Assez bien classé pour échapper aux 3 derniers, nous avons Inteleon, le Pokémon agent secret. Ce Pokémon est capable de planer dans les airs et peut projeter de l'eau du bout de ses doigts à mâche 3. Heureusement, son rôle d'attaquant spécial de type eau est mieux rempli par des Pokémon qui ne s'effondrent pas au moindre regard de travers. Les Argus est un véritable canon de verre, mais contrairement aux générations précédentes, les Argus a peut-être une chance de mettre knock-out un adversaire.
C'est assez situationnel, mais tu pourrais avoir un Lézargus avec bas l'ombre ou vibre obscur pour surprendre un adversaire qui ne s'y attend pas. Il a aussi l'avantage d'être à égalité pour le Pokémon non légendaire et non méga le plus rapide à apprendre, à la fois mur lumière et protection. Il pourrait placer ses capacités puis se faire mettre knockout. Il a à peine de meilleures statistiques d'échange défensif qu'Alakazam, qui apprend aussi ses deux capacités, mais la stratégie est probablement plus utile en combat duo où vous avez 2 fois plus de Pokémon à protéger sur le terrain en même temps. De plus, ses talents sont plutôt médiocres, puisque l'un dépend de la chance, tandis que l'autre dépend de recevoir une attaque. Lézargus a beaucoup de choses qu'il peut faire, mais ce qu'il ne peut pas faire le handicap vraiment. En passant d'un tireur d'élite à un autre, Archiduc ne rate jamais sa cible, du moins en théorie. En réalité, même s'il peut armer et tirer une flèche en un dixième de seconde, sa vitesse réelle est assez médiocre. Ses statistiques offensives sont équilibrées, et son panel de capacités est suffisamment vaste pour lui offrir une certaine variété dans sa façon d'être joué. Bien qu'il ait une bien meilleure défense qu'un Téléon, il reste assez faible du côté physique, ce qui s'accorde mal avec sa faible vitesse et fait qu'il tombe avant d'avoir pu infliger beaucoup de dégâts si son adversaire est un bon attaquant physique. Il y a aussi beaucoup de Pokémon plus lents qui peuvent encaisser les attaques d'Archiduc. Le fait que ses talents soient assez situationnels n'aide pas, ce qui le laisse assez bas dans notre classement, mais pas tout en bas. Pour le meilleur des moins bons, pour ainsi dire, Clamiral parvient à sortir du bas du classement. Clamiral est capable de rengainer et de dégainer sa lame en un clin d'œil, et un seul coup de cette épée peut terrasser un adversaire. Dans le jeu, cela se traduit par une faible vitesse et une attaque inférieure à l'attaque spéciale. Cela ne veut pas dire que Clamiral est un mauvais attaquant physique, car ses statistiques sont en réalité assez équilibrées. Il a une bonne robustesse avec une bonne puissance offensive, seulement affaiblie par sa faible vitesse, et il dispose également d'un panel de capacités variées. Mais malgré tous ces avantages, qui lui permettent de remplir de nombreux rôles, il n'excelle vraiment dans aucun d'entre eux. Tout ce que Clamiral peut faire, un autre Pokémon peut le faire mieux. Cela peut être utilisé pour faire deviner à l'adversaire quel set vous utilisez, mais c'est une récompense assez faible par rapport au risque encouru. Bien que Cocarmure puisse être utile comme talent, elle ne sert à rien dans 15 cas sur 16 où Clamiral se fait toucher. Mais à partir de maintenant, ça ne fait que s'améliorer avec cette catégorie assez large de Pokémon qui ne sont ni particulièrement bons ni mauvais, juste plutôt moyens. Après avoir terminé une catégorie avec un starter du Nise, nous en commençons une autre avec un autre. Nous avons Roitiflamme. On dit que c'est un maître des attaques de combat rapides et puissantes. Si la seconde partie est certainement vraie, la première est discutable puisque Roitiflamme lui-même est lent et que sa seule attaque prioritaire est coup bas. Même s'il peut frapper fort, il ne peut pas frapper souvent car Roitiflamme est un canon de verre avec de bons points de vie, une bonne attaque et une bonne attaque spéciale, mais une mauvaise défense autrement. Son talent, téméraire, augmente la puissance de ses attaques à recul de 20%, ce qui, combiné à sa faible vitesse, signifie que Roitiflamme est capable de vaincre facilement un adversaire avant de tomber lui-même. Assure-toi simplement de faire attention à tout ce qui ne tombe pas en un seul coup. Prétendu être inégalé dans un environnement de jungle, le prochain est Yunko. Bête agile, les feuilles de Yunko sont aussi solides que des épées et capables d'abattre des arbres épais. Si le premier point est vrai dans le jeu, le second est quelque peu trompeur car Yunko est principalement un attaquant spécial. Pour une raison quelconque, cependant, il possède principalement des attaques physiques, ce qui le laisse dépourvu d'options offensives puissantes. La principale raison pour laquelle il n'est pas plus bas dans le classement, c'est grâce à sa méga évolution qui lui donne un certain avantage. Mega Junko gagne le type dragon et sa puissance offensive spéciale explose littéralement. Il souffre toujours d'un manque de bonnes options, mais c'est clairement une amélioration. Ensuite, dans le coin rouge, nous avons Félinferno. Ce catcheur heal à la force que ses gros muscles laissent en supposer, sans parler de sa bonne robustesse également. Il peut projeter des flammes atteignant 3600 degrés depuis sa ceinture. Il possède même un excellent éventail de mouvements offensifs et une bonne capacité avec intimidation. Alors, où est le problème ? Le problème, c'est bien sûr la vitesse. Félinferno a une statistique de vitesse plutôt faible de 60, mais heureusement, il peut infliger des dégâts avant de tomber. Son attaque signature, Dark Lariat, est assez situationnelle, et il vaut mieux simplement miser sur le knockout. Une autre faiblesse de Félinferno est qu'il est vulnérable aux quasi-omniprésents pièges de roc, comme la plupart des types feu. Bien que les bots choix aident à ce niveau, il souffrira tout de même si les bots sont retirés. Il faut également noter que les points forts de Félinferno jouent beaucoup plus en sa faveur lors des combats en duo, puisque Intimidation affecte 2 fois plus d'adversaires en même temps. En poursuivant, nous avons l'un des 3 originaux, Tortank. Ces canons sont assez puissants pour percer l'acier et suffisamment précis pour toucher des canettes vides à près de 50 mètres.
Tortank a un petit avantage en étant le Pokémon le plus rapide à apprendre Exuviation, mais il a quand même de bonnes chances de se faire dépasser et de prendre un coup avant de réussir à placer une Exuviation. Heureusement, Tortank peut au moins encaisser un coup. Sa véritable force réside dans la méga évolution. Bien que Méga Tortank n'ait jamais été dans une génération où Tortank pouvait apprendre Exuviation, il compense cela avec son talent Méga Blaster, qui augmente les dégâts de capacité comme Vibre Obscur et Aura Sphère de 50%. Il souffre toujours un peu du fait que la méga évolution n'améliore pas du tout sa vitesse, mais malgré tout, c'est une grande amélioration. Voici maintenant un cas un peu intéressant. Nous avons décidé de regrouper Evoli et ses évolutions en un seul point, comme une sorte d'indicateur de leur potentiel. Nous comprenons que vous ne pouvez pas faire évoluer votre Evoli dans Let's Go Evoli, mais nous avons pensé qu'il serait intéressant d'inclure les évolutions d'Evoli à cause de leur caractère unique. Evoli est aussi le Pokémon de départ de votre rival dans Pokémon Jaune, qui évolue au cours de son aventure. Bien sûr, si nous devions les classer individuellement, Pyroli serait presque tout en bas de la liste. En tant que Pokémon de départ dans Pokémon XD, il est capable d'évoluer en plusieurs formes différentes. Même si aucun d'entre eux n'est vraiment exceptionnel, il se classe haut pour sa polyvalence avec le méta-jeu actuel qui favorise davantage les capacités de soutien de Noctali. Pendant ce temps, dans Let's Go Evoli, le Pokémon Évolution a reçu plusieurs améliorations, même si l'Evoli partenaire est incapable d'évoluer. Il a reçu 20 points supplémentaires dans toutes ses statistiques, sauf les points de vie qui ont reçu 10 points de plus, et il peut apprendre des attaques puissantes correspondant au type de ses évolutions. Parmi ces attaques, on trouve un retour toujours précis, la capacité de drainage la plus puissante qui ne nécessite pas que l'adversaire soit endormi. Une attaque combinée à glace de soin, des attaques qui infligent toujours un changement de statut en touchant, et la créative Batibat qui place Mur-Lumière tout en attaquant. Cela peut être combiné avec son équivalent Mur-Lumière pour faire d'Evoli un excellent poseur de soutien. Cela dit, cependant, les jeux Let's Go n'ont pas vraiment de scène compétitive, donc ces atouts n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais nous avons tout de même essayé de les classer, au moins dans leur contexte. Ensuite, nous avons Delphox. Bien que ses performances en compétition ne soient pas très bonnes en soi, Delphox mérite sa place ici grâce à ses entrées dans le Pokédex. Il est capable de contrôler un vortex de feu de 5400 degrés, ce qui est environ le double du point de fusion de l'acier. Ainsi, il n'est pas surprenant que Delphox ait de hautes statistiques spéciales. Sa vitesse est également bonne, mais étant de type feu avec une faible défense physique, cela le rend très vulnérable à cause de pièges de roc. Et contrairement à Félinferno, Delphox n'a pas le luxe d'être dans une génération avec les bottes choix. Mais son vaste panel de capacités et son bon double type lui permettent de faire des choses que d'autres types feu ont du mal à accomplir. Entrant gracieusement à la prochaine place, nous avons Oratoria. Sa combinaison de types Zéo et Fée est excellente aussi bien offensivement que défensivement. De plus, il peut apprendre une variété de capacités pour couvrir ses faiblesses. Son principal problème est, encore une fois, la vitesse, ce qui le rend trop lent pour agir en premier face à beaucoup de ses adversaires les plus dangereux. Cela dit, nous le classons toujours aussi haut en raison de sa grande polyvalence et de sa capacité à percer la défense de nombreux Pokémon. Ensuite, nous avons Alligatueur. Il peut se déplacer rapidement à 4 pattes et tuer sa proie d'une simple morsure suivie d'un secouement. En combat, sa capacité sans limite est l'un de ses plus grands atouts, augmentant la puissance de ses attaques à effet secondaire tout en supprimant ses effets. L'autre grand avantage d'Alligatueur, c'est qu'il a accès à plusieurs puissantes attaques qui augmentent ses statistiques, comme Danse Lame, Danse Draco et Hâte. La seule chose qu'il freine, c'est sa répartition de statistiques relativement médiocre, une fois que l'on met de côté sa puissance offensive. Sa faible vitesse, en particulier, laisse aux joueurs un choix à faire. Utilisez Danse Draco et prenez le risque d'être dépassé par des Pokémon plus rapides que Crocodile, même avec un boost de vitesse de 50%, ou utilisez Hâte et sacrifiez la puissance offensive. Bien qu'il ait des astuces pour rendre le switch dangereux pour de nombreux types électriques, on ne peut pas en dire autant pour les types plantes, dont beaucoup parmi les plus courants peuvent encaisser un point glace boosté, à la fois par Danse Draco et un Orbe Vie. Malgré tout, ces points forts lui permettent de rester haut dans notre classement. En passant à la place suivante, avec sa vitesse plutôt basse de 60, nous avons Empoleon. Il est capable de nager aussi vite qu'un jet ski et de découper une banquise avec ses ailes. Pour ceux qui ne le savent pas, cela signifie qu'il est capable de découper des blocs de glace d'au moins 20 mètres de large au minimum. En combat, il possède une bonne robustesse grâce à sa combinaison de types eau et acier, et peut apprendre une variété de capacités utilitaires utiles comme piège de roc et anti-brume. Malheureusement, il ne peut pas utiliser toutes ses bonnes capacités à cause du nombre limité d'emplacements de capacités, et il ne peut pas faire grand-chose à part fournir du soutien, mais cela reste tout de même très utile.
Pour conclure notre catégorie intermédiaire, Florizarre a étonnamment une statistique de vitesse plus élevée que le Pokémon aussi rapide qu'un jet ski, malgré le poids de la grande fleur sur son dos. Alors que Florizarre lui-même se serait probablement retrouvé quelques places plus bas, Méga Florizarre compense largement cela. Les rayons du soleil remplissant le corps de ce Pokémon de puissance. Et la méga évolution lui donne un dos et des pattes plus robustes pour soutenir la grande fleur mentionnée précédemment, qui devient encore plus grande. Le talent Isogresse réduit efficacement de moitié les faiblesses de Méga Florizarre et s'associe parfaitement à sa grande robustesse. Bien qu'il ne puisse pas maintenir une stratégie défensive très longtemps, car Synthèse n'a que 8 pp et dépend du temps qu'il ne pleuve pas ou qu'il n'y ait pas de tempête de sable, il peut tout de même tenir sa défense tout en ayant assez de puissance pour éliminer ses adversaires. Passons maintenant aux Pokémon de départ considérés comme puissants, souvent grâce à une combinaison de leur description dans le Pokédex et de leur performance en compétition. Voici les puissants. Vous pouvez trouver environ une centaine de Pokémon plus rapides que lui, mais Simiabras a beaucoup d'atouts en ce qui concerne la vitesse. Simiabras a un style de combat unique, utilisant tous ses membres et projetant ses ennemis grâce à son immense agilité. Tout cela est certainement soutenu par ses statistiques défensives puissantes et équilibrées, ainsi que par un ensemble de capacités comprenant des attaques puissantes, aussi bien physiques que spéciales. La seule raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans le classement, c'est à cause de son manque d'endurance, dû à de faibles défenses, et au fait que beaucoup de ses meilleures attaques comportent un certain risque, comme les dégâts de recul de bout de feu ou la faible précision de nombreuses attaques spéciales. Vient ensuite, avec rien d'autre que sa puissance brute, Châtaigne. Cette créature est capable de renverser un char de 50 tonnes avec une simple charge, et sachant qu'elle peut apprendre de nombreuses attaques bien plus puissantes que charge, on peut dire sans risque que ce n'est pas la limite de sa puissance. Il possède également le talent Pare-Balles, ce qui le rend immunisé contre les attaques classées comme balistiques. Malgré sa puissante attaque, Blindé Pique est principalement utilisé pour placer des picots tout en encaissant des coups, grâce à son accès à Synthèse et Vampipoint qui l'aident à rester debout. Bien qu'il fasse face à la concurrence de Pokémon plus rapides dans son rôle, il peut toujours remplir sa niche tant qu'il ne se trouve pas à portée d'une attaque de type vol. Ensuite, nous arrivons à Gorithmique. Bien que ses entrées dans le Pokédex ne témoignent pas de sa force, de nombreux autres éléments le font. Son talent, Chant Herbou, et son attaque signature, Glisse-Herbe, se combinent très bien, lui offrant en pratique une attaque prioritaire de puissance 70, bénéficiant à la fois du bonus de même type et du boost de 30% fourni par le Chant Herbou. Cela peut s'avérer potentiellement mortel, infligeant d'énormes dégâts aux adversaires avant qu'ils n'aient la chance d'agir. Gorithmique n'est pas non plus un simple spécialiste d'une seule stratégie. Il peut apprendre une bonne variété de capacités, comme Danse-Flamme et Demi-Tour, même s'il a du mal contre les Pokémon qui résistent à sa principale stratégie, et les Tapus peuvent poser leur propre champ de terrain par-dessus le champ herbu. Cette stratégie principale est suffisamment efficace pour valoir à Gorithmique une place aussi élevée dans notre classement. À la place suivante, nous retrouvons Majaspic. Il est capable d'arrêter les attaques de son adversaire d'un regard menaçant et de se renforcer en utilisant l'énergie solaire. Bien que ses statistiques, à part la vitesse, soient assez faibles, il compense largement son manque de puissance offensive grâce à son talent Contestation, qui inverse toutes les augmentations ou diminutions de statistiques. Cette capacité lui donne un accès privilégié à la puissante attaque Tempête Verte, qui augmente son attaque spéciale de 2 niveaux à chaque utilisation. Contestation fait également des merveilles contre la menace que représente Toile Gluante. De plus, il a accès à diverses options défensives comme Clonage, Vampigraine et le regard mentionné précédemment. La vitesse de Majaspic est un autre de ses atouts importants, étant suffisamment élevé pour dépasser de nombreux Pokémon courants. Son principal défaut est son besoin de prendre de l'élan pour atteindre son plein potentiel, mais de manière générale, cela vaut bien quelques efforts. Prêt au combat, le prochain est l'Agron. Ce gigantesque poisson-bout est assez puissant pour remorquer un grand navire et peut nager aussi vite qu'un jet ski. L'Agron a eu de très bons résultats en compétition, aidé notamment par sa méga évolution, qui en fait un balayeur redoutablement puissant sous la pluie. Bien que Mégalagron soit incroyablement dangereux sous la pluie avec ses 150 points d'attaque, d'autres types eau et parfois des types plantes limitent sans sa puissance. Et si la pluie disparaît, Mégalagron ne peut pas faire grand-chose. Quand ces menaces ne sont pas présentes, Mégalagron peut représenter un énorme danger. Même avec la méga évolution retirée dans épée et bouclier, l'Agron a quand même réussi à trouver sa place comme pivot lent, profitant de l'attaque culbute pour se retirer après que l'adversaire ait déjà attaqué. Son cas est encore renforcé par son accès à piège de roc. Enfin, nous avons atteint le sommet. Ces Pokémon possèdent soit une puissance immense comme décrit dans leurs entrées du Pokédex, soit ont été suffisamment forts en compétition pour être carrément bannis à un moment ou à un autre. Ce sont les plus puissants.
En 5e position, on retrouve Typhlosion. La puissance de feu de ce Pokémon est immense, capable de réduire tout en cendres et de provoquer de grandes explosions. Lorsque Typhlosion est au sommet de sa rage, tout ce qu'il touche s'enflamme. La seule chose qui empêche Typhlosion d'être plus haut dans ce classement, c'est ses performances médiocres en jeu. En fait, si seules les performances en jeu étaient prises en compte, Typhlosion serait probablement dans les 5 derniers au lieu d'être dans le top 5. Bien qu'il ait théoriquement accès à une bonne vitesse combinée à éruption, il manque totalement de polyvalence, sa meilleure option étant l'attaque bas l'ombre, tristement célèbre pour son manque de fiabilité. Cependant, sa puissance pure dans le lore n'est pas à négliger, ce qui lui vaut une place ici. Vous avez peut-être entendu les légendes du champion invaincu Léon et de son Dracofeu imbattable, et ces légendes ne sont pas exagérées. Tout comme Typhlosion, Dracofeu possède une puissance de feu immense, étant capable de faire fondre n'importe quoi. Contrairement à Typhlosion, il peut voler jusqu'à une altitude de 1,4 km. Bien que son type vol soit certainement un inconvénient qui le rend particulièrement vulnérable à pièges de roc, Dracofeu compense largement cela avec non pas une mais 2 méga évolutions. Méga Dracofeu X est un puissant attaquant mixte avec un Sam-Type attaque bonus presque sans résistance, tandis que Méga Dracofeu Y est un attaquant spécial extrêmement fort avec le talent Sécheresse. Ils ont peut-être leur propre faiblesse, mais rien qu'en utilisant Dracofeu, vous forcez votre adversaire à un jeu de devinette sadique s'il n'a pas amené Prédastérie, l'un des rares Pokémon capables de menacer les deux formes. Bien que l'utilité de Dracofeu ait chuté avec l'abandon de la méga évolution dans épée et bouclier, il garde tout de même une certaine utilité de niche en tant que Sunsweeper par moment. Notre médaille de bronze de puissance revient au premier Pokémon de cette liste à avoir été carrément banni à un moment donné, Brazegali. Capable de sauter par-dessus un immeuble de 30 étages, ses poignets brûlent d'autant plus fort que son adversaire est puissant. Bien qu'il semble, sur le papier, avoir du mal à frapper fort et vite, il possède le talent Turbo, ce qui le rend plus rapide à chaque tour. Non seulement cela, mais il surpasse les autres utilisateurs de Turbo dans presque tous les domaines. La combinaison des types Feu et Combat peut sembler surutilisée, mais cela reste une excellente combinaison offensive. Sans parler de sa méga évolution qui le rend encore plus puissant tout en conservant sa capacité incroyable. Le style de Mega Brazegali n'est pas très différent non plus, il ne fait que l'améliorer dans tous les domaines. Ce Pokémon a peut-être été victime du power creep et de épée et bouclier, mais il conserve tout de même son aura de crédibilité. En deuxième place sur le podium de la puissance, nous avons Pyrobut. Avec une prétendue puissance aussi bien offensive que défensive, Pyrobut est doté du talent Libéraux, qui lui permet de changer de type en fonction de la dernière attaque qu'il a utilisée. Cette capacité est extrêmement utile grâce à sa grande attaque, son bon panel de capacités physiques et sa vitesse élevée. Il possède également son attaque signature Ballon Brûlant, qui est incroyablement puissante pour une attaque avec seulement quelques faiblesses mineures. Ce n'est pas sa seule attaque signature non plus, puisqu'il connaît aussi un changement de terrain, une attaque qui échange les pièges de chaque côté du terrain. Le nouvel objet appelé Botte Robustesse lui permet de faire cela en toute sécurité, en plus d'être une grande aide contre pièges de roc de toute façon. Bien qu'il ait été autorisé à nouveau quelques fois, il a toujours fini par être banni de nouveau, et il semble que cela va rester ainsi. En fait, Pyrobut peut être considéré au même niveau que notre première place. D'ailleurs, en s'infiltrant à la première place, nous retrouvons Amphinobi. Avec ses shurikens d'eau, il est capable de fendre le métal en deux. En jeu, il obtient le talent incroyablement utile, Protéin, qui fonctionne exactement comme Libéraux, le rendant extrêmement imprévisible et polyvalent, mais aussi fragile comme un canon de verre. Ce qui l'aide, c'est sa grande vitesse lui permettant de réaliser ses manigances avant que l'adversaire ne puisse agir. Amphinobi n'en serait pas là sans son large panel de capacités, puisqu'il peut être utilisé physiquement, spécialement ou pour des fonctions utilitaires. Même si l'inflation de puissance l'a un peu rattrapé, il a reçu un petit cadeau sous la forme du talent Synergie, qui lui permet de se transformer en Amphinobi Sacha s'il met un adversaire knockout, augmentant énormément sa puissance offensive, ce qui le rend encore plus imprévisible et lui vaut notre médaille d'or de la puissance. Et voici notre classement de toutes les évolutions finales des Pokémon de départ, du plus faible au plus puissant. Si vous êtes d'accord, ou dites-nous simplement quel est votre starter préféré. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir regarder nos autres vidéos Pokémon dès leur sortie. Merci d'avoir regardé.